Bonsoir et bienvenue sur Studio Gemini pour ce premier direct qu'on fait avec vous. Alors c'est notre premier, donc on est un petit peu sans filet, on l'a bien préparé, mais normalement ça devrait bien se passer, on n'est jamais à l'abri d'un petit aléa. Donc salut Sylvain. Salut Yann. On va passer un petit peu de temps à discuter avec Frédéric Lefebvre autour de sa pratique de la photo de paysage et s'intéresser à son regard, à sa vision, la façon dont elle s'est construite et évoquer également avec lui la masterclass qu'on a tournée pour Studio Gemini et qui est donc en ligne. Donc vous avez devant vous à peu près la totalité de l'équipe de Studio Gemini. Il y a un troisième larron qui est Christophe, qui est derrière son ordinateur probablement, mais qui n'est pas avec nous. Mais c'est un moyen aussi de se rencontrer. Si vous avez des questions, posez-les sur le chat. C'est un bon moyen pour nous de pouvoir les poser à Frédéric, d'avoir un retour aussi en direct. Ce premier podcast en live, donc on va le passer en parlant de sa vision. On en aura un deuxième qui est planifié sur lequel on parlera plus du repérage et de tout ce qui est préparation en amont de la photo, qui est un moment super important dans la photo de paysage, on l'a vu avec Frédéric. Et un troisième podcast où on va aborder tout ce qui est prise de vue sur le terrain. Voilà, je crois que pour le lancement, j'ai pas c'est très bien. Petit point technique, c'est le premier qu'on fait, donc je vais m'occuper de la régie. Ouais. Si vous avez des problèmes techniques, que vous nous entendez mal ou quoi, n'hésitez pas à nous le dire. Nous, on a un œil sur le chat, on essaiera de répondre aux questions. On vous dit bonsoir d'ailleurs à tous ceux qui sont là. Et puis on va pouvoir commencer. Ouais. Avec donc Frédéric va apparaître dans quelques instants sur vos écrans, à peu près à cet endroit-là. Et Frédéric... Tu es à l'antenne. Tu es avec nous. Bonsoir Frédéric. D'accord, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir Sylvain, bonsoir Ilan. Salut. Alors, écoute, on va rentrer direct dans le vif du sujet. Une première question qui est un peu générale, mais qui va nous aider à cibler un petit peu plus dans un deuxième temps. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu es arrivé, toi, à faire de la photographie ? Dans les réunions de famille, je pense que mes oncles et tantes mon père avait des appareils photo, comme ça arrive dans toutes les familles pour photographier ces événements-là. Et c'est un oncle qui m'a mis un appareil photo dans les mains et voilà, ça m'a plu. Et après, au fur et à mesure de mes voyages, j'ai voulu ramener des souvenirs en fait de ce que je voyais. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à faire des photos. Mais le paysage et la photo de paysage s'est assez rapidement imposé comme toi, comme le sujet de prédilection, plus que le portrait ou d'autres thématiques photo. Toi, c'était dès le début la photo de paysage qui était ton sujet favori. Alors au début j'ai voulu progresser. J'ai voulu commencer par photographier des champignons. Et d'ailleurs j'ai acheté, c'est le vendeur en fait du magasin photo qui m'a conseillé de pas acheter un compact. Si je voulais faire des photos de macro, c'était plutôt un réflexe. Donc c'est grâce à ce vendeur que j'ai eu mon premier réflexe. Après, j'ai hésité avec les oiseaux, mais j'ai trouvé que c'était un peu difficile. Et voilà, comme j'ai habité en Irlande pendant quelques années, il me semblait évident avec les beaux paysages qu'il y avait là-bas que c'était un sujet qui m'intéressait en fait. D'accord. Et une question qui peut paraître un petit peu saugrenue, mais moi j'écoutais une interview de Vincent Munier par Brigitte Patient qui lui demandait si, je trouve la question finalement pertinente, s'il faut aimer la nature pour être un photographe de paysage. Est-ce qu'il faut être un amoureux plutôt de la nature, plutôt qu'aimer la nature ? Bon, franchement, moi au début, j'aimais pas forcément ça. Enfin, je trouvais que les paysages étaient jolis. Je suis plutôt quelqu'un de la ville à la base, et c'est des photos souvenirs en fait que je voulais ramener. Je suis pas forcément écologiste, ou en tout cas autrefois. Maintenant, tout le monde l'est un peu, donc je dirais pas forcément. Maintenant, la pratique de la photographie vous met en contact en fait tellement souvent avec le paysage. Alors dans le paysage, il y a la nature, il y a les intempéries, il y a la lumière, le soleil, etc. Vous met tellement en contact avec tout ça que finalement on apprend à aimer on apprend à connaître déjà. On apprend à connaître la nature et toutes les surprises qu'elle peut vous réserver. Et on finit par l'aimer, je pense. Mmh. Ouais.
Mais c'est la connaissance qui fait qu'on finit par l'aimer, je trouve. Après, il y a plusieurs approches. Je sais que Vincent, voilà, c'est un gars de la campagne et il a toujours vécu là-bas, mais non, je pense qu'il y a plusieurs approches. D'accord. Si. Je voudrais parler un petit peu de tes sources d'inspiration. Est-ce que tu la puises principalement dans tes voyages ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui n'ont rien à voir avec la photo de paysage qui t'ont aidé à forger ton regard? Alors au début, je faisais effectivement beaucoup de voyages, donc des photos de voyage ou en voyage. Donc je faisais pas mal de portraits, des choses qui me surprenaient, des détails, etc. Et donc voilà, ça a accompagné mes voyages. Au bout d'un moment, j'ai fini par voyager pour faire des photos en fait de paysages. Voilà. Après, est-ce que j'ai d'autres influences? J'aime bien Cartier-Bresson en fait parce qu'il y a une approche de la composition qui est très forte en fait. C'est quelqu'un qui a eu des études classiques et dans les études classiques on apprend vraiment à composer des images et ça se ressent vraiment dans ces images donc ça m'inspire. Pour moi la composition est très importante dans un paysage en même temps que le sujet, que la lumière. Donc oui, s'il y avait une influence ce serait ça. Après, je sais que j'ai voyagé avec des photographes. J'ai voyagé en Finlande avec des photographes qui étaient plutôt orientés animaliers et leur technique qui consiste par exemple à se mettre au niveau de l'animal, c'est-à-dire accroupi ou même carrément allongé. C'est des choses que je commence à faire. Donc je pense qu'on a à apprendre beaucoup des autres techniques. Ouais. On t'a vu d'ailleurs à Étretat sur les falaises. C'était la falaise à Val, te mettre à plat ventre pour tester des prises de vue. C'est vrai que tu n'hésites pas à te mettre à plat ventre ou alors dans des situations décentes mais quand même acrobatiques pour prendre tes photos. Ce qui compte, c'est le cadrage, hein, effectivement. Ça apporte de la variété aussi, puisqu'on a toujours tendance à prendre des photos debout et à regarder en face de soi. Là, ça varie le premier. Enfin, ça permet de se rapprocher du premier plan, notamment. Ouais. Mais le fait de s'allonger carrément et avec un zoom, de photographier le paysage, j'en ai fait quelques-unes en Finlande comme ça. Ça permet de mettre un flou en fait en premier plan. Et c'est des choses que j'avais jamais vraiment essayé avant de les voir faire pour des animaux en fait. C'est intéressant. Moi, à Etretat, moi je me rappelle. J'avais quelques frayeurs parfois de te voir faire quand même. Alors, c'est vrai que ça m'est arrivé de faire peur aux autres. Je fais attention quand même, hein, parce que je suis pas inconscient et je fais pas des photos à n'importe quel prix, mais c'est vrai que voilà, je suis concentré sur ce que je fais attention, je m'approche parfois assez proche du bord. Ouais. Je vais te citer dans ton livre. Tu as écrit que photographier un beau paysage tel qu'on le voit debout à hauteur d'homme et s'en contenter, c'est un peu comme photographier un tableau de maître et trouver qu'on a du talent. Donc, est-ce que ça veut dire qu'un beau paysage, ça suffit pas à faire une belle photo? Non, c'est sûr. Pour moi, il y a 4 choses en fait pour réussir un paysage. La première chose, qu'on apprend rapidement, et d'autant plus que les appareils photo maintenant sont automatisés, donc il y a moins de soucis de ce côté-là, c'est la maîtrise technique en fait de l'appareil. Après, c'est effectivement la beauté du paysage, la lumière et la composition. Donc je dirais que le premier et le dernier, ce sont des aspects assez techniques, hein, ça s'apprend en fait. Après, le paysage et la lumière, ça se cherche. Hein, il faut avoir une intention, il faut savoir comment trouver tout ça. Ça s'apprend pas dans les livres, ça s'apprend, sauf dans le mien peut-être. Enfin, non, ça s'apprend pas. Ça s'apprend pas dans les livres. On peut bénéficier de l'expérience des autres, mais ça s'expérimente en fait. Et du coup, un paysage quand il fait pas beau, même un beau paysage quand il fait pas très beau, quand la lumière est pas très intéressante, ou même quand il fait trop beau, hein, quand il fait un grand ciel bleu, c'est dommage. Ça ne révèle pas. Ouais. Je pense que quand on va au cinéma, c'est pas l'écran en fait qui fait l'image, c'est le projecteur en fait. Et je pense que le paysage
et l'écran, et ce qu'est l'écran au cinéma, et la lumière ou le soleil et le projecteur, en fait. Donc c'est la combinaison des deux qui fait les plus belles photos, en tout cas. Mais c'est le sentiment que j'avais, moi, te voir travailler, puis on a fait quand même deux ouvrages ensemble avant, c'est que le paysage, en fait, c'est la scène, c'est le décor, et dans tes photos, le personnage principal, l'acteur véritablement de premier plan, c'est la lumière. Et que... C'est comme dans certains films, hein, j'aime beaucoup, je suis un grand cinéphile aussi, je vais beaucoup au cinéma, il y a certains films où un des acteurs principaux, c'est la musique. Et là, ouais, ce que je recherche avant tout, c'est la lumière. Alors ça se tente, c'est très aléatoire. C'est pour ça que beaucoup de gens disent qu'il faut avoir de la patience pour faire de la photographie de paysage. À mon avis, à moins que pour faire de la photo animalière, d'ailleurs. Et oui, il en faut un peu, mais si on prend les bonnes décisions, si on sait où trouver les bonnes lumières et surtout à quelle heure, finalement, on a un bon taux de réussite et on est récompensé par les efforts qu'on fournit pour faire de belles photos. J'ai une question d'un internaute qui nous suit, Daniel Petit, qui demande si l'utilisation des filtres est encore importante sur la prise de vue sur le terrain, considérant l'évolution des logiciels comme Photoshop et autres. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on a de plus en plus la capacité de retravailler la photo, de corriger des erreurs qui sont faites sur le terrain. Mais j'ai envie de dire, pourquoi corriger des erreurs sur Photoshop alors qu'on peut réussir une photo sur le terrain? Oui, j'ai envie de dire que maintenant on peut être un peu plus léger, on va dire, sur la maîtrise technique et rattraper après. Je dirais que c'est pas tellement Photoshop qui a des capacités, ce sont plutôt les capteurs d'aujourd'hui. En fait, les appareils photo d'aujourd'hui ont, notamment si on photographie en RAW, il faut absolument le faire, ont une plage, en fait, une dynamique d'image qui permet de récupérer le tir dans le dérotiseur. Donc oui, c'est sûr. Maintenant, il y a un vrai plaisir à réussir ces photos tout de suite. Le plaisir de la photographie, il est au moment de photographier, il est pas devant son PC. Enfin, moi, ça m'embête de retravailler mes PC, mes images. Et ça fait plaisir parce que je les développe, hein, je les vois, je les sélectionne, je suis content du résultat, mais c'est un travail un peu long et je préfère les faire et les montrer que les travailler. Mais j'avais une question sur dans cette ligne. La photo de paysage, on l'a vu, c'est une pratique exigeante. Il y a beaucoup de préparation en amont. Il y a des repérages également qui seront sur le terrain et on va en parler dans un prochain direct. Et même quand on est au bon endroit, au bon moment, on n'est jamais sûr de la qualité de la lumière. Il y a un nuage qui peut passer et gâcher toute la photo. Moi, j'aimerais bien savoir ce que tu ressens au moment de la prise de vue, justement, quand au bout de ce processus qui parfois est long, tu as l'intuition que tous les éléments concordent, le paysage, la lumière, le cadrage. Ça doit être. Moi, j'ai le sentiment qu'il y avait un sentiment. Enfin, j'ai la perception qu'il y avait un sentiment assez fort. Oui, il y a une certaine jubilation. Il y a une certaine jubilation à se trouver effectivement dans des situations qui sont rares. Je suis un peu un chasseur de lumière je pense que tous les photographes quelque part. J'ai regardé avec attention toutes les autres masterclass. Et y compris dans le portrait ou dans la photo de nu qui se passe en studio, il y a quand même un moment où tout va bien en fait. Et Cartier-Bresson le disait, hein, c'est l'alignement, ce qu'il disait du cerveau, de l'œil et de la main, de l'appareil photo. La citation exacte. Oui, c'est quelque chose comme ça. Et oui, mais c'est ça qui fait, parce que c'est exigeant quand même. On fait des efforts pour faire des belles photos. Enfin, je pense que vous êtes les premiers à vous en être aperçus. Parce que vous m'avez suivi. Vous m'avez suivi à 4h du matin jusqu'à minuit, etc. Donc, c'est fatigant la photo de paysage. Hein. Non, c'est fatigant, mais on peut continuer à en faire grâce à la récompense en fait que représente une belle photo et un superbe alignement, effectivement, une superbe lumière. Et c'est ça qui fait se lever. Moi, au début, quand j'ai commencé la photo de paysage, j'en faisais en vacances, comme c'est encore le cas aujourd'hui, hein, c'est pas mon métier.
Mais je me disais quand même, je suis en vacances, je vais pas me lever à 5 heures du matin, je suis en vacances, je ferai des photos le soir. Et bah, finalement, je me suis dit que je ratais la moitié des occasions de faire de belles images et j'ai commencé un peu en pestant à me lever. Et puis c'est devenu tellement une récompense d'avoir des belles lumières que je pouvais même plus dormir en sachant que que dehors, il pouvait se passer des choses intéressantes. Et il y a peut-être la jubilation également de voir des choses, des scènes, des paysages que la plupart des gens ne voient pas, parce qu'effectivement, il faut se lever tôt pour être au bon endroit au bon moment. Est-ce qu'il y a cette jubilation de voir quelque chose de rare, ou en tout cas qui mérite d'être cherché ou chassé, entre guillemets? Oui, il y a la rareté, enfin, quand on assiste à un phénomène, un magnifique paysage et en imaginant qu'il y a 20 ou 30 personnes qui voient la même chose, il y a plus ce sentiment de rareté. Enfin, c'est moins le cas parce on n'a pas le sentiment d'être privilégié en tout cas parce qu'on n'est pas seul. Et c'est vrai qu'à 6 heures du matin, à part des gens qui sortent de boîtes de nuit, comme on a vu à Étretat, un peu éméchés, il y a souvent pas grand monde. Et on se dit qu'on est privilégié. On se dit que voilà. Peut-être que alors, je me suis jamais dit ça, mais le soleil se lève pas pour vous, mais quelque part, il y a un petit moment privilégié face à, je sais pas, face à la nature ou face à quelque chose qui est assez intéressant. Moi, ce que j'aime bien, et bon, j'ai un plaisir un peu malicieux quand ça arrive, j'aime bien en fait quand moi je redescends. C'est-à-dire quand je suis en haut d'une colline, d'une montagne pour prendre des photos, et puis une heure après le lever du soleil, voire une demi-heure, c'est fini. Moi, je redescends, je vais me coucher, et c'est là qu'on voit les gens monter. Et j'ai envie de leur dire, mais c'est trop tard. Et là, je me dis, tiens, et alors ce qui est bien aussi, c'est quand on rencontre quelqu'un qui est là au même moment, au même endroit, aux mêmes heures, et là, on se dit, tiens, lui, il s'y connaît, quoi. C'est un peu le signe de reconnaissance en fait entre deux photographes. Oui, nous sur les falaises d'Étretat, on a fait une rencontre, mais c'est à 4 heures du matin. Mais je sais pas si c'était des marins, mais c'était un groupe de jeunes hommes qui étaient ronds comme des queues de pelle et qui embaumaient je sais pas s'ils étaient photographes, hein, mais ils n'avaient pas l'air. On aurait pu les filmer d'ailleurs. Ils n'avaient pas l'air. Non, on n'a pas sorti la caméra. Il y a quand même, tu parlais de ça, d'être tout seul. C'est vrai que moi, ça m'a marqué. Étretat, c'est un endroit qui est quand même assez touristique. Et comme on était en total décalage, on le voit sur les vidéos, j'ai l'impression d'avoir passé quelques jours, mais vraiment tout seul, avoir le terrain de jeu pour nous tout seuls. Et c'était assez agréable, en fait, de pouvoir jouer comme ça avec les lieux sans se dire que c'est que à nous, quoi. Enfin, oui, c'est vrai, parce que dans la photo de paysage, bon, il est toujours intéressant de placer un personnage parfois pour donner une idée d'échelle, pour le rendre un peu plus vivant parfois, mais bon, ils sont pas toujours là où on veut, et puis quand il y en a 36, là pour le coup, c'est une vraie... Alors, il y a des techniques qui permettent de prendre plusieurs photos, de supprimer chacun des personnages, mais moi, ça m'intéresse pas. Et de toute façon, c'est pas... L'heure à laquelle il y a le plus de gens, c'est pas les heures les plus intéressantes, donc... Ça permet de voir les choses autrement, hein. C'est clair, moi j'étais au Japon dans un endroit assez exceptionnel qui est une suite en fait ils appellent ça des torii en fait, c'est des portiques rouges, c'est deux poteaux avec une barre en gros, hein, et il y en a 5000 d'affilée, quoi. Donc ça forme un vrai tunnel. J'y étais à 6 heures du matin, il y avait quasiment personne. Donc du coup, d'une part j'ai pu faire les photos que je voulais. Et d'autre part, quand tout le monde a commencé à arriver, moi je suis parti parce que la lumière était plus bonne. Et il y a un vrai, on voit la vie autrement. Il y a un vrai décalage. Ouais. Alors, on va parler maintenant autour de certaines de tes images, et on va commencer par une image que je vais décrire un petit peu parce que le direct va être également en podcast. Mais moi, ce qui me frappe dans cette image, outre que quand je la vois, je me dis tout simplement waouh. Mais c'est qu'on a un premier plan, elle est formée par strates, on a un premier plan qui est assez rocailleux avec de la mousse, je parle de ces collines que tu as prises en Irlande, et ce premier plan, ces rochers surplombent une vallée, on voit un petit fleuve qui serpente avec des couleurs très orangées, presque ocre parfois, un troisième avec des collines et
une éclaircie fabuleuse, parce que le quatrième plan, il y a un ciel qui est quand même un ciel assez dramatique, ou en tout cas un ciel chargé et légèrement inquiétant. C'est vrai que c'est une photo qui est magnifique, qui a gagné, qui a été lauréat en 2005 à Montier, qui est le grand festival de la photo de paysage et photo animalière. Qu'est-ce qui se passe quand tu es photographe amateur et que ta photo comme ça est primée à Montier? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé autour et l'histoire de la prise de vue? Alors, je pense que la photo a été réussie probablement un mois avant le départ, en fait. C'est-à-dire que j'avais... alors, on peut jamais prévoir de faire cette photo-là. Je veux dire, il y a tellement d'impondérables et le ciel que j'ai vu là, j'en ai même pas rêvé. C'était tellement... voilà, si, j'en ai rêvé, mais je l'ai pas... Voilà, je comptais pas vraiment dessus. Mais je savais que cet endroit-là, en Islande, était l'endroit dans lequel je voulais passer le plus de temps, parce que c'était pour moi le point de vue le plus intéressant, ou la photo la plus intéressante que j'avais vue, ou l'endroit le plus intéressant que j'avais vu quand j'ai fait mon repérage en fait sur Internet. Donc j'ai choisi en fait 5 ou 6 points forts en fait en Islande, et j'ai choisi de passer 3 jours sur ce lieu pour prendre cette photo-là, enfin pour me donner le plus de chances de prendre cette photo-là. Et voilà, donc j'ai attendu 2 jours, et c'est quelques heures avant de devoir partir quand même, parce que j'avais d'autres destinations. C'est quelques heures avant de devoir repartir que j'ai eu cette chance. Mais je me suis donné la chance en fait. Ceux qui ont c'est les gens qui comptent le plus sur la chance, ou les gens qui comptent le plus sur le hasard qui ont le moins de chance en général. Ouais. Et est-ce que tu dis tu as attendu 2 jours, 2 jours et demi pour cette photo? Est-ce que c'est l'attente la plus longue que tu aies eue pour une prise de vue, ou est-ce qu'il t'est arrivé d'attendre parfois plus de 2 jours pour une simple photo? Pour une simple photo, pour une photo magnifique, mais on n'est jamais sûr que la photo soit magnifique avant de la prendre. Non, en général, j'attends pas tellement plus longtemps en fait, parce que je pense que je regarde la météo. Si la météo me dit que dans 2 jours ça va être à peu près la même chose, je change mes plans en fait, et je fais 200 km au nord ou à l'ouest. Enfin, je peux m'adapter. Donc c'est tout un calcul de probabilité en fait. Et voilà. Donc c'est pour ça que finalement, quand on commence à connaître, on a de plus en plus de chance en fait. C'est-à-dire que quand on sent que ça va pas le faire, et qu'on a l'intuition, l'expérience, en croisant différentes informations, bah, finalement on n'a pas besoin de passer plus de temps. Et je sais que David Noton, d'ailleurs, que j'avais interviewé, c'est un des plus grands photographes au monde, hein, un photographe britannique. Lui, il expliquait qu'il passait facilement 1 semaine, temps de planter, au même endroit. Ouais. Sans bouger, parce il repérait son cadrage, etc. Mais c'est des temps qui sont agréables. Hein. Moi, je me suis jamais ennuyé. J'ai passé une journée entière sur une plage en Écosse, c'était en hiver en plus, donc j'avais bien choisi ma saison. Hein. Enfin, la météo était catastrophique. Enfin, il y avait des tempêtes, il y avait de la pluie, mais il y avait beaucoup de vent, des gros nuages avec des éclaircies, etc. J'ai passé une dizaine d'heures en fait sur la plage, et je ne me suis pas ennuyé une seule seconde. J'ai l'impression d'être devant un film. Enfin, c'était. Et puis on est actif, hein, on entend des choses, on entend des cadrages. Donc non, c'est. Pardon. Je vais essayer de parler un petit peu plus fort, parce que je vois qu'on nous entend. Alors qu'on t'entend, toi, Frédéric, très bien, et tant mieux, parce qu'à la limite, c'est toi qu'il faut entendre, mais que nous, on nous entend un petit peu moins. Donc je vais essayer de hausser le ton tout simplement et de parler un tout petit peu plus près du micro. Il y a l'œil d'Esther qui nous demande si tu as... Moi j'ai eu un commentaire qui venait du cœur, je me suis dit waouh quand j'ai vu cette photo. C'est vrai que c'est pas super argumenté, mais est-ce que toi tu as eu le même effet waouh au moment de la prise de vue? Est-ce que tu as su à ce moment-là que la photo que tu prenais était une photo époustouflante? Ouais, carrément. Ouais. Bah, en fait, parce que là, on n'est pas dans de l'infographie, on n'est pas dans la photo représente essentiellement ce que j'ai vu. Il n'y a pas de trucage, il n'y a rien. J'ai vu ça, je sais que j'avais bien pris la photo, que j'en ai. Alors, donc oui, tout à fait. Et
et là, il y a un grand sentiment de satisfaction. C'est-à-dire que là, j'étais plutôt sur la fin de mon voyage, mais j'ai su que mon voyage était réussi, simplement parce que j'avais réussi cette photo-là. Tout était en place, hein. Il manquait juste un trait de lumière, et je l'ai eu, en fait. Donc c'était, j'ai su, et en général, les meilleures photos, je sais quoi. Il n'y a pas de surprise. C'est pas en découvrant les photos sur l'ordinateur qu'on se dit qu'on a fait une très belle photo. On le sait déjà sur le terrain, hein. Tu vas peut-être montrer d'ailleurs une photo d'aurore boréale à un moment donné, je crois. Elle est dans l'expo sur le site. Mais on la montrera pas là. On la montre pas aujourd'hui malheureusement, mais ouais. C'est pour donner un exemple d'une photo que j'ai fait en Islande. L'Islande n'était pas ma destination, c'était le Groenland en fait qui était ma destination. Donc ça a été fait un jour avant d'arriver dans ma destination finale, et j'ai su que j'avais réussi mon voyage parce que j'avais réussi cette photo. Et j'étais totalement détendu, j'étais super content parce que voilà, mon voyage était à peine commencé qu'il était déjà réussi, quoi. Donc c'est non, on le sait, hein, on le sait. Très bien. Du coup, la patience, c'est quelque chose, c'est une compétence indispensable en photo de paysage. Je pense pas. Je pense que il n'est pas question de patience quand on aime ce qu'on fait. Quand on aime ce qu'on fait, je veux dire. Et d'ailleurs, c'est pas à attendre les yeux ou à lire un bouquin. C'est attendre, c'est observer, c'est regarder chaque détail. C'est du travail, hein. On travaille en fait pendant qu'on attend. Moi, j'ai passé 2 jours, mais j'ai pas passé 2 jours planté avec mon trépied au même endroit. On voit évoluer les choses d'une heure sur l'autre, hein. Donc j'ai profité du moment pour aller visiter d'autres endroits autour, hein, pour trouver des cadrages, etc. Donc c'est pas de l'attente passive, hein, c'est vraiment du travail en fait, hein. C'est marrant, on a eu ça à plus petite échelle, mais en photo de rue, quand Bernard se mettait, on va dire, en planque, qu'il avait trouvé un spot qui l'intéressait, mais qu'il attendait un peu que les choses se passent. Effectivement, à chaque fois, même Richard Venticle sur ses photos de nuit, il parlait de ça, de l'attente active, enfin, cet état d'esprit-là. Le photographe est acteur, et c'est lui qui a réussi la photo, hein, c'est pas l'appareil. Puis c'est pas, il faut réfléchir, tenter d'autres choses, sans arrêt vérifier les réglages, vérifier le matériel de temps en temps. Parfois, quand il pleut, il y a des averses, faut le nettoyer. Enfin, il y a du travail, hein. Mais c'est un vrai plaisir parce que la récompense est souvent au bout. Est-ce que tu peux juste prononcer le mot Finlande? Il y a Lumi Puyoae qui nous suit et qui est finlandaise et qui nous dit sur le chat que si jamais tu prononces le mot Finlande, elle fait une danse de la joie. Je crois que d'ailleurs tu as pris beaucoup de photos en Finlande. Si je prononce le mot Finlande. Voilà, eh bien c'est fait. C'est fait. La Finlande qui est un magnifique pays. Non, mais c'est vrai que tu as fait beaucoup les pays du Nord, on va en parler tout de suite après. Tu parlais d'attente, juste là on a une capture d'une photo d'un moment au tournage. C'est vrai on t'a suivi pendant tout 5 jours, alors que la météo devait être clémente et on devait avoir des ciels très dégagés. On a eu des ciels couverts, mais au final dans le storytelling c'est super parce que c'est au soir du 2e jour où tu as vu de très loin arriver l'éclaircie. Et c'est l'éclaircie, je ne vais pas dire qu'il a sauvé le voyage photo, parce qu'il y avait des photos superbes qui étaient réalisées avant, mais qui a fait qu'on a eu un moment qui était magique, parce qu'effectivement, on le voit un peu là à l'image, mais il y a le soleil qui perçait véritablement à l'horizon sur la mer, qui du coup se reflétait dans la mer et était bloqué au-dessus par les nuages. Ça faisait... il y a eu un moment qui était magnifique, et il faut effectivement l'attente. Il y a l'attente, mais quand elle est récompensée, c'est quelle récompense? Tu montres quelle photo là? Alors, c'est une capture de tournage. Oui, alors, du coup, c'est à moi de te remercier d'avoir pris cette photo. Je l'ai mise dans tous mes comptes Facebook. Ouais, c'est une des photos qui a été prise à ce moment-là. On va revenir sur une de tes photos. Une photo qui a été réalisée, alors je crois que c'est en Irlande, je me souviens plus. C'est une photo en format carré avec une ambiance très bleutée, avec une falaise qui se jette dans la mer et qui se jette en épousant quasiment la diagonale de l'image. Et on a des rochers, moi j'ai l'impression quand je vois ces rochers qui émergent comme ça de l'eau, on dirait quasiment des épaves de bateaux avec une eau qui est prise en pose longue, qui est quasiment...
évanescente ou bouillonnante. Moi, j'ai l'impression d'être au confin du monde quand je vois cette photo. C'est pas loin d'être une de mes photos préférées, mais est-ce que tu peux nous en parler un petit peu à la prise de vue de cette image, de la façon dont tu l'as prise et des choix qui ont été faits, parce que il y a quand même des choix qui sont assez forts à la prise de vue. Alors, la photo était réussie en grande partie parce que c'était une période, alors que j'avais pas forcément choisi, mais c'était en Irlande en fait. J'étais en vacances en Irlande, c'était au mois de décembre. Il y avait des très hautes marées, beaucoup de vent, pas mal de pluie, etc. Ce qui fait que la pluie a mouillé en fait la roche qui est sèche normalement, donc ça la rend plus fonce, enfin plus noire, et en même temps il y a des reflets. Donc déjà, voilà, je défie quiconque de retrouver les mêmes conditions, ça va être très compliqué. Moi-même j'ai eu de la chance. Donc déjà la photo est réussie parce que les conditions ont été réunies. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Il y a un alignement de lumière, de conditions météorologiques. Alors cette photo, je l'ai prise à un endroit où tout le monde prend la même photo, à un endroit où tout le monde se met pour prendre la photo. On le voit parce que le sol est complètement dépourvu d'herbe, il n'y a plus d'herbe. Tout le monde prend la photo au même endroit. C'est au bord de la route, donc quelque part il n'y a pas à marcher des heures. Mais en même temps, voilà, j'ai eu un format, je l'ai pas prise c'est un recadrage, j'ai pas forcément pensé la photo en carré, mais c'est effectivement après, je me suis dit, tiens, il y a une diagonale, effectivement, si un carré, ce sera un quasi carré d'ailleurs, c'est pas tout à fait un carré, mais ça va me permettre d'accentuer la diagonale. Et ben, j'ai mis un filtre, pour le coup, ça c'est quelque chose qu'on peut faire tout à fait en post-production. J'ai mis un filtre bleu. Je trouvais que ça accentuait l'ambiance un peu mélancolique de cette photo. Mais justement, on en parlait tout à l'heure sur le fait qu'un beau paysage n'était pas forcément suffisant. Là, il y a le paysage, mais il y a aussi ton intention en tant que photographe, celle de dramatiser un peu la scène. C'est la part on va dire, de créativité, d'interprétation du sujet. Et c'est vrai que la place la plus logique, moi j'aurais tendance à penser que c'est au moment de la prise de vue, plutôt que il y a certaines photos qui se retravaillent en post-prod, mais dans le cas dans ta pratique, en tout cas, on le voit, il y a vraiment tu portes un regard sur le paysage que tu vois et tu en fais une interprétation. Tu joues avec tes filtres aussi pour essayer de travailler ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Par exemple, là, on a le côté un peu plus dramatique de la scène. Alors, il y a effectivement les filtres. Les filtres, c'est plutôt pour compenser, une caractéristique du paysage qui veut que le ciel soit beaucoup trop clair. Ouais. Donc, du coup, on met un filtre dégradé qui est neutre, donc qui n'ajoute pas de couleur. Alors, ça peut, et on l'a fait d'ailleurs sur une des photos tu sais, là, quand je me suis retourné, là, il y a les arbres, en fait. Exactement. Ouais. Là, ça rajoute un peu de dramatique, donc, parce que le ciel était uniforme, donc j'aurais très bien pu le laisser comme ça. Là, j'avais vraiment voulu accentuer, ça donne quelque chose d'un peu fort, avec un ciel un peu plus dramatique. Mais à part ça, il y a peu de choses qu'on peut faire avec les filtres. Maintenant, on peut jouer avec les réglages. Ouais. Une des caractéristiques de la photo que tu citais à l'instant, c'était que la mer était un peu bouillonnante, tu savais pas trop dire, mais c'est une exposition d'une 20aine de secondes. Ouais. Et là, ça rajoute un côté un peu mystérieux. Les gens se demandent ce que c'est. Et certains disent que c'était des nuages, j'étais au-dessus des nuages ou de la brume. Il y a Laurent sur le chat qui nous dit on a l'impression d'être quasiment sur une autre planète, et c'est vrai. Hein. Beaucoup de gens me disent que ça ressemblait à des paysages du Seigneur des Anneaux. Ouais. Moi, c'est ce que j'avais mis dans mes notes. La photo Seigneur des Anneaux. Mais plusieurs personnes me l'ont dit et je sais pas, j'avais le fil, j'avais l'intention de, voilà, je pense que l'ambiance automnale, hivernale était un peu morne, tout ça. J'ai voulu accentuer. En fait, j'ai presque photographié ce que je ressentais. J'étais plutôt dans les bleus là, si tu veux, là, à ce moment-là. Je dis pas que j'avais le blues, mais presque. Et du coup, j'ai mis du bleu. Il y a d'autres photographes qui mettent des filtres pour réchauffer une ambiance. Hein. Autrefois, on mettait des filtres warm-up, comme on dit, pour réchauffer un peu le paysage ou réchauffer la lumière. Là, j'étais plutôt dans une autre ambiance, un autre état d'esprit. D'accord. C'est une photo qui a fait la couverture du magazine Chasseur d'images, si je ne me trompe pas. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a fait, toi, en tant que photographe amateur, quand tu l'as su ou quand ils t'ont contacté pour ça? Ils m'ont pas contacté, je l'ai vu quand j'ai acheté le magazine. Bon, voilà.
Et j'ai dû le voir en passant dans une, dans une librairie. Pour être honnête, j'achetais pas toujours un chasseur d'images, mais ce jour-là, je l'ai acheté. Euh, J'étais fier. Hein. J'étais fier surtout que c'était la première fois que j'envoyais une photo en fait à un magazine dans l'espoir d'être publié. J'avais peur parce que dans chasseur d'images, il y a alors on peut l'avoir en couverture, ça je n'y avais même pas pensé. Mais on pouvait l'avoir en illustration d'une belle photo, en illustration d'un thème. Et là, ce que je voulais surtout éviter, c'est de voir ma photo arriver dans la partie critique. Ouais. C'est où il y a des photos plutôt ratées parce que ça permet d'expliquer comment réussir une photo. Et je voulais surtout pas que ça atterrisse là, en fait. Et non, ça a atterri en première page, en fait. Et j'étais fier. Hein. Non, mais tu m'étonnes. Ouais. Tu as beaucoup voyagé dans les pays du Nord. Qu'est-ce qui t'attire particulièrement dans ces paysages? C'est la lumière, encore une fois. Hein. C'est la lumière. C'est les paysages aussi qui sont, notamment au-dessus d'une certaine latitude, qui sont dépourvus de forêt. Donc on a vraiment... c'est pas facile hein, de faire des photos en forêt. Là, on a quelqu'un qui nous regarde là, qui est de Finlande, hein, dans le sud de la Finlande. Il y a beaucoup de forêts. Les routes, c'est des dizaines de kilomètres, des centaines de kilomètres dans la forêt. C'est difficile d'avoir un point de vue dégagé. Et le sud de la Finlande, c'est extrêmement plat. Je pense que le point culminant doit être à 150 mètres, quelque chose comme ça. Ils ont réussi à en faire une station de ski d'ailleurs. Hein. Mais c'est paradoxalement là où j'ai fait je crois mes plus belles photos en fait. J'ai été surpris et je m'attendais pas à ça. Mais bon, le nord des pays du Nord est dégagé hein, et c'est une combinaison de c'est des paysages très sauvages en fait. C'est vraiment ça que j'aime bien. Et ça va assez bien avec ce que j'ai envie de photographier, des choses un petit peu dramatiques, un petit peu et c'est sauvage. Ouais. Et la lumière aussi. Hein. Alors, dans ces cas-là, on met certaines photos, tu ne les vois pas, mais où on te voit équipé pour affronter les frimas, ou en tout cas des conditions très difficiles. Quand tu voyages dans les pays du Nord, il faut que tu sois équipé, que tu protèges ton matériel. C'est pas du tout des choses qui, en termes de préparation, d'équipement, de matériel, qui s'improvisent là. Non, alors on peut effectivement, il y a des conditions. Il y a des conditions qui vous empêchent de prendre des photos. Donc il s'agit de protéger le matériel, mais pas tant que ça, parce que c'est de l'électronique et à part effectivement l'objectif qui peut mal supporter les chauds froids. Et, bon, mais non, ça risque pas trop. C'est les mains, faut protéger les mains et les pieds. Ouais. Si on a froid aux mains et aux pieds, on ne se pas avec ses pieds, mais on rentre, enfin on peut plus quoi. Et ça. Jusqu'à moins 20 degrés, jusqu'à moins 10 ça va, moins 20 degrés ça va encore. Au-delà, là, il faut vraiment avoir l'habitude et la première fois, c'est probablement difficile. C'est-à-dire que, bon, pour avoir chaud aux mains, il faut avoir des grosses moufles. Hein. Mais photographier avec des moufles, je déconseille. C'est pas facile. En tout cas. Parce que c'est des moufles épaisses, c'est juste pas possible. Hein. Donc il y a quand même un moment donné, il faut retirer ses gants. Et quand il fait moins 35, retirer ses gants, on peut le faire pendant 30 secondes. Hein, et l'appareil photo lui-même est à moins 35. Donc on peut pas le rentrer et le sortir. Donc il est à moins 35. Donc les doigts peuvent coller sur l'appareil photo. Donc c'est assez compliqué. Donc la meilleure combinaison que j'ai réussi à avoir, et c'est à force d'essayer, hein, c'est trois couches en fait. Une micropolaire en fait une micropolaire donc très très fine hein, mais en sous-couche là. Des gants, des mitaines en fait d'alpinistes qui permettent de retirer. Il y a des mitaines donc on peut retirer retirer la partie pour avoir les doigts un peu plus avoir plus de contact et savoir comprendre ce qu'on fait. Avec du grip aussi, parce que c'est des choses des matériels d'alpinistes. Et par-dessus, là, la grosse doudoune pour les grosses moufles, que je retire effectivement 2-3 minutes, le temps de prendre les photos. Mais oui, c'est pas simple, surtout quand on fait de la randonnée. Parce
que faire de la randonnée par temps froid, il faut faire de la randonnée avec une doudoune super chaude, ça marche pas, hein. Là, dès qu'on s'arrête, on gèle sur place. Donc oui, c'est très technique, hein. Et ça s'apparente, j'ai fait un peu de plongée sous-marine. Par -35, ça s'apparente à la plongée sous-marine, hein. Ah bon, c'est aussi dangereux que plonger sans tuba ou sans bouteille, hein. Dans le chat, on nous dit aussi que le boîtier lui-même, il doit forcément souffrir. Donc, il faut avoir des appareils un peu spécifiques, non? Alors, bon, je viens d'en parler, le froid n'est pas tellement un problème. Ouais. Ce qui peut vraiment poser problème, c'est l'humidité. Ouais. Pas que l'humidité d'ailleurs, sauf quand on va dans les pays tropicaux, là il y a vraiment une humidité ambiante qui peut rentrer et vraiment endommager l'électronique. Après c'est la pluie. Moi j'ai tué un appareil photo comme ça parce qu'il y a une grosse goutte en fait qui s'est mise dans le dans le déclencheur là, et le déclencheur, enfin le retardateur ne marchait plus en fait. Et donc oui, c'est la pluie, l'humidité en général, la pluie. Puis la poussière, notamment dans le désert, en fait, quand le sable, c'est vraiment une horreur là. Est-ce que tu as besoin de prendre un verre d'eau? Oui. Vas-y. Il y a un côté aventureux dans ta pratique quand même de la photographie de paysage, dans une moindre mesure, parce que je suppose que dans les pays du Nord, tu as eu des situations beaucoup plus aventureuses que celles qu'on a vécues. Mais même à Étretat, on l'a vu, on était sur la plage de Jambourg, qui est au pied des falaises, qui n'est accessible qu'à marée basse. Pour avoir les photos qu'il nous fallait, que tu étais allé chercher, on s'est fait bloquer par la marée, sciemment. On pouvait plus revenir, et soit on passait la nuit sur la plage, sur un petit promontoire qui est hors d'eau, même à marée haute, soit effectivement on remontait sur les falaises qui sont hautes quand même, hein, au début une échelle, mais après c'est un chemin de corde qui est quand même très escarpé avec le matériel, c'est pas évident. Est-ce que tu aimes, toi, ce côté aventureux? C'est quelque chose que tu recherches? Ça fait partie du plaisir, hein. Je dirais que je pourrais faire ce que je fais sans appareil photo, j'y prendrais beaucoup de plaisir aussi. Après, je joins en fait deux choses que je trouve assez rigolotes, c'est de braver les intempéries, alors à condition d'être bien protégé, hein, mais avec une bonne veste, une bonne averse, c'est un vrai plaisir, quoi, parce que c'est même pas peur, quoi. Enfin, on est protégé et puis on avance, quoi. Non, c'est un vrai plaisir, et puis il y a le plaisir de la découverte aussi, que la randonnée permet d'avoir, hein. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière la colline, l'idée, sans être alpiniste, l'idée c'est d'aller au sommet, quoi, toujours pour voir ce qui se passe, quoi. C'est un vrai plaisir aussi, indépendant de la photo. C'est vrai qu'on s'est fait un peu surprendre pendant la masterclass. On y a laissé quelques chaussures. On s'attendait pas à ce que ça Camilla prenne... qui faisait la prise de vue y a laissé une chaussure. Ouais, on s'attendait pas à ce que ça prenne des airs de grande randonnée. c'est ça. Enfin bon. Dans la photo de paysage, c'est pas photographier mamie devant un platane, hein, c'est assez aventureux. Oui, et je me souviens de la veste d'Ilan que Ilan avait récupérée. Le grenier, c'est une veste. Ah oui, écoute, ça a été coupé au montage. Oui. Aussi, toutes les photos, j'avais un ciré jaune qui était pas très saillant. Non, et puis si je vous avais pas conseillé d'acheter un sandwich avant de partir, là, je pense qu'on serait mort sur place, hein. Enfin... Nous, on est parti avec l'enthousiasme de ceux qui ne savent pas forcément, hein. Parce qu'à 17h, non, on était parti quoi, à 19h. On est rentré à 1h du matin, mais bon, il n'y avait rien de prévu pour. Enfin bon, on a fini par manger, mais. Ouais. Non, mais bon, après, c'est quelques erreurs comme ça, puis après, Ouais, je pense que on ferait plus attention maintenant. On a mis une autre photo, qui est une photo que j'aime beaucoup pour la photo et pour l'histoire qui va autour. C'est en Écosse, je crois. T'en parleras mieux que moi. Des menhirs en Écosse, avec un coucher ou un lever, un coucher de soleil, je pense. Lever de soleil. C'est une photo que j'aime beaucoup parce que l'histoire qui va avec est une histoire qui est, qui me parle, que je trouve émouvante. La photo de paysage, on a tendance à penser que c'est quelque chose d'assez solitaire, et là il y a eu une belle rencontre.
On fait des rencontres. Alors surtout que moi je vais dans des endroits qui sont pas ordinaires en fait, hein, parce que je cherche des choses un peu originales, etc. Et non, j'ai fait des rencontres. Enfin, je pourrais en parler. J'ai rencontré avant de parler de ça, hein, j'ai juste une petite parenthèse. J'ai rencontré dans les îles d'Arran au large de Galway, donc à l'ouest de l'Irlande. Il y a 3 petites îles qui sont battues par les vents où il pousse pas grand-chose, si ce n'est des pommes de terre. Il y a 50 km de murs sur une surface ridicule. Enfin, c'est des murs de pierre. Enfin, j'ai rencontré un vieil homme qui avait 90 ans, qui était le sujet de beaucoup de photographes, de portraits, beaucoup d'artistes, parce qu'il avait vraiment une tête incroyable. Et que dans toute sa vie, il avait vécu 6 mois sur ce qu'il appelait le continent. En fait, c'était en Irlande. Hein, c'était encore une île, mais on se lui avait pas plu. Il était rentré. Donc il a vécu 89 ans et demi sur ces 5 km² d'île, et c'était assez incroyable. Et donc là, j'ai fait une rencontre assez incroyable. Alors c'est une journée en fait qui commence par cette photo d'ailleurs. Ouais. Au moment où je fais cette photo, quand je me lève, d'ailleurs, il fait nuit, il pleut, c'est une horreur. Hein. J'ai failli, non, j'ai pas failli parce que je sais qu'il faut tenter sa chance, mais je me disais, j'espère que ça vaut le coup. Hein. Et effectivement, les nuages étaient assez gros et il y avait un peu de vent, donc je me suis dit qu'il y aurait sûrement quelque chose. Et j'ai pas été déçu parce que voilà, c'est cette photo que j'ai prise. Et une demi-heure après, je reçois un SMS d'un de mes meilleurs amis qui me dit, écoute Frédéric, mon 3e enfant vient de naître, il y a pas une demi-heure en fait. Et en fait, j'ai pris cette photo au moment où son enfant naissait, quoi. C'était assez incroyable. Donc c'est des gens qui achètent le journal du jour de leur naissance. Cet enfant, et d'ailleurs je lui ai offert, a une photo du lever de soleil, du jour ou de l'heure de sa naissance. En fait, c'est voilà, un hasard comme ça. Et la journée se poursuit. Alors vous savez que moi je viens, vous en êtes aperçu, hein, je vais le matin, le soir, etc. Ouais. Plusieurs fois au même endroit. Je suis retourné le soir en pensant faire d'autres belles photos. Bon, il ne s'est rien passé de spécial en fait en termes de lumière. Et je m'apprêtais à partir et là je vois un gars arriver dans une vieille voiture, un vieux monsieur avec un bonnet de laine qui avait dû être rouge à une époque, mais qui était plutôt orange, hein, délavé, etc. Qui avait pas du tout une belle barbe blanche, qui avait pas du tout la tête d'un photographe. Et qui avait surtout pas le matériel d'un photographe non plus, parce qu'il avait un trépied de chantier de travaux publics en bois, et il a accroché un appareil photo qui n'était pas très récent, etc., pas haut de gamme. Il l'a positionné sur son trépied avec un tendeur de vélo, un 112, là, où je dis, lui, qu'il est bizarre, lui. Lui, c'est pas mais il vient là pour quelque chose, en fait. Et je l'ai regardé faire, et puis à un moment, je me suis approché, je dis, mais bonjour, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez des photos, etc. Il me dit, oui, ma femme est archéologue. Il doit être certainement aussi âgé qu'elle, et il devait y avoir dans les 80 ans. Hein. Et elle me dit, ma femme a décrypté en fait l'alignement en fait de ces dolmens, hein, c'est pas des menhirs, de ces dolmens. Et elle a compris en fait que ils étaient alignés en fonction de la pleine lune, du lever de la pleine lune. Donc on imagine le prêtre à l'époque en train d'expliquer que c'est lui qui fait lever la lune, hein, dans un alignement parfait, etc. Et il me dit, voilà, moi je veux illustrer en fait cette théorie en prenant la photo. Et il me dit, ça fait 15 ans que j'essaye de prendre la photo. Et alors on s'imagine, c'est en Écosse, au large de l'Écosse, c'est dans des îles pas possible, et il fait jamais beau évidemment. Hein. Et il me dit, voilà, ça fait 15 ans que j'essaye de prendre la photo. Et j'ai plus qu'aujourd'hui, enfin ce soir ou demain soir, pour prendre la photo. Sinon, il va falloir que j'attende le prochain cycle lunaire, et c'est dans 18 ans. Ou alors je lui dis, mon gars, là, tu vas pas prendre ce soir parce qu'il y avait plein de nuages. Et je lui dis bonne chance, hein, et puis je m'en vais. Et en étant presque déçu déjà, parce que je pensais qu'il allait pas la prendre, hein, il y avait tellement de nuages. Et à un moment donné, j'étais en voiture, je me fais éblouir par une lumière, je pensais que c'est un camion qui m'arrivait par la gauche. Et en fait, c'est une super lune
une super pleine lune entière qui éclairait le paysage. Et donc voilà, je me suis dit qu'il avait réussi son rêve. Donc c'est une journée qui commence par la naissance d'un enfant et qui finit par un vieux qui finit par réaliser son rêve. Et c'est une journée assez incroyable. Hein. Une journée à part. Renaud nous demande si sur la photo que tu as prise le matin, il n'y a pas tout de même un petit traitement HDR ou si... non? On parle des menhirs là. Hein. Ouais, pardon, je reviens sur les menhirs, sur la photo la prise. Non, j'avais un filtre. Non, j'avais un filtre. Ouais. J'avais un filtre. Il y a quand même beaucoup de nuages, hein, donc il n'y a pas tellement de différence de luminosité. Alors à part sur la partie du soleil en elle-même, il faudrait que je la regarde pour... Non, j'ai juste dû récupérer en fait les menhirs, le haut du menhir qui était du coup beaucoup trop sombre. Il n'avait pas besoin d'être du filtre, mais du coup je pouvais pas faire autrement que de superposer, donc j'ai retravaillé cette partie. Et non, il n'y a pas de HDR. Avec un bon capteur, avec des bons réglages et un filtre, il n'y a pas besoin de HDR la plupart du temps. On a vu ce vieil homme qui avait un matériel de fortune, comme tu disais. Un bon équipement et une maîtrise technique, forcément, c'est important, mais je pense que ça fait pas tout. Pour toi, c'est quoi la compétence la plus importante quand on fait de la photo de paysage? C'est une question un peu ouverte, hein, tu vois. Oui, merci de me poser une question. Je préfère les questions oui-non. La compétence essentielle, c'est de savoir être au bon moment, au bon endroit. Ouais, on en parlera dans le podcast prochain de ça, mais effectivement. On parlait dans le podcast. D'ailleurs, le livre qui est à disposition, là, qu'on avait écrit ensemble. Enfin, que tu avais écrit. J'avais écrit pour toi. Ouais. Moi, j'étais l'éditeur. Oui, il n'a pas fait grand-chose, Ilan. Dans le graphisme, oui, il a beaucoup. Non, je t'ai trouvé, moi. C'est ça. Exactement. Ben, c'est exactement la même compétence, en fait. Un éditeur a la même compétence qu'un photographe, c'est trouver le bon endroit. Le livre, en fait, est organisé en fait en 3 parties. C'est première partie, comment trouver le bon endroit. Deuxième partie, comment faire des photos sur le terrain. Et troisième partie, c'est comment le post-traitement, etc., la diffusion sur Internet, etc. Mais la vraie valeur ajoutée et la compétence, la différence entre 2 photographes, c'est la capacité d'être au bon endroit au bon moment. Ça, on l'a bien vu sur le... C'est un long sujet. Et ça s'apprend un peu, ça s'acquiert surtout. Et en tout cas, c'est vrai qu'on a avec ce livre qui accompagne la masterclass au format PDF une vraie valeur ajoutée parce que c'est un ouvrage qui est extrêmement riche et extrêmement complet. Je connais pas mal les ouvrages qui ont été publiés sur la photo de paysage en guide pratique. Je pense que c'est un des plus complets que je connaisse. C'est beaucoup de travail. D'ailleurs, c'est un peu le hasard, mais là vous voyez derrière moi là, tous ces livres-là, c'est des livres que j'ai lus pour faire ce livre. Hein. Le secret d'un bon livre, c'est la bibliographie. Hein. Je pense que tu sais, Ilan. C'est la capacité de savoir ce qu'il faut retenir, est-ce que par rapport à tout ce qui est dit, en fait, c'est la capacité à sélectionner, à dire ça. Bon, il dit ça, mais j'y crois pas. Moi, je sais pas comme ça que je fais, etc. Et après, d'organiser bien sûr les idées, mais non, il y a du travail, hein. Mais j'ai pu le faire parce que c'est un sujet qui m'intéressait et que j'étais dans une période effectivement où j'avais envie de transmettre. Je me souviens d'une phrase que tu m'avais dite après que l'ouvrage avait été publié. Je dis plus jamais ça, c'est ça ou... Peut-être, mais en fait ça n'a pas marché parce qu'on en a fait un deuxième avant de faire une masterclass quelques années plus tard. Mais tu m'avais dit que pour devenir spécialiste d'un sujet, c'était simple, il fallait écrire un livre dessus. On est obligé de tellement se documenter, enfin toi en tout cas, tu t'étais tellement documenté que effectivement tu avais acquis plein de compétences en plus de celles que tu avais déjà. Là, on a mis une dernière image autour de laquelle j'aimerais bien qu'on discute. C'est une image qui me tient à cœur en plus parce que c'est l'image qu'on a réalisée sur la plage de Jambourg peu avant de s'être fait bloquer par la marée. Et c'est une image sur laquelle tu parlais de la composition tout à l'heure,
comme une des compétences qui était indispensable. Et je sais que toi, tu as véritablement un œil pour la composition des images. C'est quelque chose qui est probablement, il y a une part d'inné, je sais pas, mais en tout cas, est-ce que tu l'as travaillé, ce soin ou cet œil pour composer? Alors, je sais pas si c'est inné, ce serait prétentieux, mais je sais reconnaître quand les choses sont bien organisées, bien équilibrées. Je sais pas, je le reconnais parce que ça me fait plaisir en fait. Il y a rien qui me gêne. Inné, je sais pas, mais je me souviens je me souviens. Je sais pas si beaucoup de gens se souviennent de la première photo qu'ils ont faite, mais c'était un oncle qui m'a prêté une photo. Je devais avoir 10 ans, son appareil photo, et je me souviens avoir pris une photo d'un autre oncle. J'en ai 8 ou 9, hein, d'un autre oncle, et je me souviens de l'avoir mis sur le côté en fait. Ouais. J'étais un peu en contre-plongée par la force des choses, parce qu'il était beaucoup plus grand que moi. J'étais un peu en contre-plongée, mais je l'ai mis sur le côté. Et en y repensant, je me dis, mais bon, la plupart du temps, on prend la photo plein cadre, le sujet au milieu, et bon, peut-être. Non, j'ai pas particulièrement travaillé. Après, pour le livre, je me suis documenté parce que j'ai eu à expliquer comment je faisais quelque part ou quelles étaient les règles. À part la règle des tiers qui s'apprend vite, le fait d'éviter de mettre l'horizon au milieu, c'est peut-être des erreurs que j'ai dû faire au début. Mais à part ça, ouais, il y a peut-être quelques erreurs grossières à éviter. Mais effectivement, ce que j'ai appris en écrivant le livre, c'est que la composition, c'est pas que les formes en fait. Et c'est pas que la règle des tiers, etc. C'est aussi les couleurs. Et les couleurs rentrent énormément en compte dans la composition. Et je pense que cette image, elle est bien choisie pour ça. J'en parle d'ailleurs même, y compris sur le terrain, en disant, bah tiens, là, il y a du jaune-orange et du bleu, qui sont des couleurs complémentaires. Et les couleurs complémentaires, pour ceux qui font un peu de décoration ou de graphisme, etc., c'est des couleurs qui vont bien ensemble. C'est par définition. Et quand dans une photo, dans une image, on arrive à trouver ces combinaisons de couleurs, on peut faire des camailleux, hein, il y a tout un dégradé de vert, un dégradé de bleu sur la même image. C'est une autre façon de faire. Mais quand on arrive, il faut pas se gêner. Hein. Là, c'était donc l'heure bleue avec l'éclairage, alors qu'on doit quand même à la mairie d'Étretat. Hein. Là, c'est pas la lune, les couchers de soleil. Voilà, donc c'est alors. Ça, c'est les couleurs. Il y a une complémentarité des couleurs. Et Goethe, qui est plus connu pour ses pièces de théâtre, donc j'ai appris effectivement en faisant le livre qu'il avait écrit un traité des couleurs, dans lequel il met des valeurs, des puissances en fait aux couleurs. Ah ouais. Je ne sais plus exactement, mais le jaune a une puissance 10, alors que le bleu a une puissance 2, par exemple. Donc en mettant un tout petit peu de jaune dans une image, on arrive, une image bleue, hein, le reste bleu, on arrive finalement à avoir un équilibre. C'est-à-dire qu'on voit autant le bleu que le jaune. Je crois que c'est un petit peu l'effet qu'on a dans cette image-là. Exactement. Ouais. T'avais pas de filtre de couleur, en tout cas, sur cette image. Je sais pas si t'avais d'autres filtres. Il était tard, hein, il devait être près de 23 heures. On n'y voyait plus rien à la caméra. On n'y voyait plus rien à la caméra. T'étais sur des pauses d'une facile une vingtaine de secondes. Tu montes... ça t'arrive de monter très haut sur les pauses, une trentaine de secondes, je suppose pas plus, parce que je sais pas si le boîtier va plus loin, mais... Bon, je vais pas au-delà, tout simplement parce que le boîtier perd les automatismes, en fait. D'ailleurs, juste une parenthèse, je pense que ce sera l'objet d'une autre cast, mais aucun photographe expérimenté ne photographie en manuel, hein. C'est une légende, hein. Faut se mettre en semi-manuel. Alors, sauf dans des cas très précis, mais il faut se mettre en semi-manuel. Priorité ouverture ou vitesse. Et après, l'appareil photo fait le reste. Mais après, il faut choisir le bon réglage, si on veut faire apparaître les vagues ou pas, etc. Enfin, là, j'étais en 20 secondes. Oui, en général, c'est quand je fais des photos sur trépied, je suis entre 5 secondes et 20 secondes 80% du temps. Et je cherche justement à me mettre au-delà de 5 secondes, parce que quand il y a un peu de vent, ça fait... s'il y a une herbe,
C'est ce que je dis d'ailleurs à un moment dans la masterclass, je dis que je vais profiter du vent dans les genêts. Bon, je pense que c'est incompréhensible, donc c'est pour moi l'occasion d'expliquer ce que je voulais dire. Ça permet d'avoir, plutôt que d'avoir quelque chose de figé, d'avoir quelque chose en mouvement en fait. Donc c'est une façon d'intégrer du mouvement dans une photo qui est statique. Une photo c'est statique par définition, ce n'est pas un film, mais ça permet d'intégrer du mouvement. Donc je cherche ça, je vais rarement au-delà de 20 secondes. Ouais. D'accord. Parce qu'après il y a des contraintes techniques, il y a du bruit qui apparaît, etc. Donc il n'y en a pas vraiment besoin. Alors, pour terminer, deux petites questions un peu plus ouvertes. En général, les photographes se souviennent toujours de leurs meilleures photos, de leurs plus belles. Ils sont parfois hantés par leurs plus cuisants échecs. Est-ce que tu as en tête une image, toi, que tu n'as pas prise alors que les conditions étaient réunies et que tu n'as pas pu prendre Oui, j'ai une photo que je pourrais jamais refaire parce que c'était des conditions assez incroyables. J'en ai deux. Il y en a une que j'ai prise, lapsus que j'ai pas prise à Madagascar. C'est une autre histoire. C'est une vieille dame qui était sur le bord de la route avec au bout d'un bâton un poisson à vendre. Très très vieille dame. Et c'était une de mes premières visions de Madagascar. On sortait de l'aéroport. C'était une photo dans les îles Lofoten, donc en Norvège. Désolé pour notre amie finlandaise. C'est beau aussi la Finlande. On va avoir le droit à plein de danses. Oui, c'était d'ailleurs un endroit dans lequel j'étais passé plusieurs fois parce qu'au bout de cette route, il y a un village lacustre en fait, qui est très mignon. Et d'ailleurs, je m'y rendais quand j'ai vu cette lumière incroyable. Et c'était quelques semaines après le festival de Montier-Ander. Et Vincent Munier, que j'avais eu la chance d'interviewer, lui-même partait ailleurs, je sais plus où, en Afrique. Il avait eu la chance, j'ai eu la chance d'avoir 2 minutes de son temps. Il m'avait dit, travaille le premier plan, mets-toi à genoux, vraiment travaille le premier plan. Et du coup, la lumière que j'avais vue, c'était une lumière, un paysage fantastique avec un paysage enneigé, enfin semi-enneigé, c'est-à-dire qu'il y avait des paysages très vallonnés, donc il y avait de la neige uniquement dans les creux et puis les bosses étaient noirs, donc c'était un peu camouflage noir et blanc. Donc au fond, avec une colline un peu plus avancée sur la gauche. De l'eau, ça devait être la mer en fait, encore un peu entre les deux, et une lumière rasante, beaucoup de nuages évidemment, je crois que les meilleures photos sont prises quand il y a des nuages, et une lumière rasante, c'était mais quasiment à l'horizontale, qui sortait d'on ne sait où. On a l'impression que c'était un projecteur en fait, projecteur de poursuite, comme dans les films où il y a des prisons, tout ça quoi. Enfin, et j'avais tellement en tête le conseil de Vincent Munier que j'ai pas pris la photo. Et je m'en veux. Je suis retourné le lendemain, mais ça n'avait plus rien à voir. Je n'ai même pas reconnu l'endroit tellement c'était différent. Enfin, le moment était déjà, la lumière était, n'en parlons pas, c'était plus pareil. Et ça va. Donc du coup, bon, des fois, il faut savoir prendre la photo, quoi. Même quand c'est pas tout n'est pas parfait, quoi. Il faut parfois savoir diminuer ses objectifs pour au moins augmenter ses résultats, des fois. Ouais. Autour des conseils, justement, Petit dernier. Ouais, pour terminer, qu'est-ce que tu conseillerais à un photographe amateur qui veut progresser en photo de paysage? Tu vois, si tu avais un conseil à lui donner, qu'est-ce que tu lui dirais? C'était la deuxième question, Cole. Non, je suis passé par là, honnêtement, je suis passé par là. Je peux que lui dire ce que j'ai fait et ça a priori, ça marchera. J'ai pas de talent particulier. Enfin, en tout cas, je sais pas, ça se travaille, mais il faut regarder ce que font les autres. Il faut regarder parce que finalement, on veut faire des photos de paysage, mais qu'est-ce que c'est qu'une belle photo de paysage, déjà pour commencer? C'est quoi une photo réussie? Parce que la plus belle des photos qu'on a faites, elle est sûrement réussie par rapport à ses amis, sa famille proche ou soi-même, parce que c'est la plus belle qu'on ait jamais faite. Mais par rapport à ce que savent faire les pros, etc., ou les meilleurs amateurs, quel est le décalage? Donc apprendre vraiment à comprendre comment sont faites les meilleures images, ne pas hésiter à poster les siennes sur Internet, sur les forums de discussion. Alors déjà, regardez les photos des autres, regardez les commentaires qui sont faits sur les photos des autres, mettre en application les conseils, et quand ces photos sont quand même déjà un peu bien,
mettre ses propres photos à l'œil critique de l'internet, mais pas avant parce que ça peut être décourageant. Donc regardez ce que font les autres, obtenir des conseils, demander, obtenir des conseils, et puis utiliser un filtre polarisant alors un filtre polarisant, un trépied, et puis un filtre dégradé. Ouais. Voilà. D'accord. Et je note avec une certaine satisfaction que tu n'as pas l'esprit mercantile, que pas une seule fois tu n'as conseillé la masterclass photo de paysage sur Studio Gemini. Oui, on raconte tout dans Studio Gemini et dans le livre, dans le e-book à disposition gratuitement. Voilà. Bon. Mais vous non plus d'ailleurs, hein. Vous n'avez pas cité studiogemini.fr. Ouais. Écoute, on a terminé à peu près je pense cette première interview. On en aura deux autres qu'on fera pareil en direct. Une deuxième, alors on verra pour les dates, hein, on le dira prochainement, sur la préparation. Et là, il y a plein de choses à dire. La préparation en amont du voyage, les repérages sur place. Et là, c'est vraiment, en termes de conseils pratiques, on aura plein de choses à voir. Et une troisième sur la prise de vue. Plus spécifiquement. Je crois pas qu'on a eu trop de problèmes techniques. Non. Apparemment, pour une première fois, ça a été. On y allait doucement. Voilà. Ouais, c'était une petite introduction pour vous présenter le travail de Frédéric et tout. Nous aussi, passer un moment avec vous. Et passer un moment ensemble. Ouais. C'est un grand plaisir d'être avec vous. Voilà. Moi, je vois pas tous les internautes. Des pays du Nord notamment, mais je fais ça bien marre. L'UMI sera, j'ai cru entendre, au salon de la photo. Donc, nous aussi. Sur le stand d'Erol. D'ailleurs, en parlant de salon, je crois savoir qu'on sera aussi à Montier-en-Der. Ouais, on a dégoté ça. Ouais. Qui a le gros salon de la photo de paysage. Pour les amateurs de photos de paysage, je leur recommande d'aller faire un saut là-bas, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Oui, c'est je pense qu'en France, le lieu où il faut être pour non pas prendre des photos, si ce n'est des photos de grues, pour ceux qui aiment les animaux, pas des grues, l'oiseau. Non, c'est un endroit incroyable, hein. Et c'est là que j'ai rencontré Vincent Munier, que j'ai eu la chance d'exposer d'ailleurs à côté de lui. Alors il faut y aller. Alors c'est quand même beaucoup de photos animalières, mais il y a quand même ce qui se fait de mieux en termes de paysage là-bas, hein. Et il y a une ambiance, il y a une communauté. Moi, je retrouve plein d'amis que je vois qu'une fois par an, hein, mais qui sont quand même des amis et avec qui on échange les derniers projets. Ouais. Et on aura la chance de leur montrer un DVD, je pense, ou en tout cas le film. On pourra projeter très probablement des choses. Renaud demande quand est Montier, c'est une semaine après le salon de la photo. Je crois que c'est aux alentours du 20. Alors c'est le 17 au 20 novembre, quelque chose. C'est traditionnellement le troisième dimanche, le troisième week-end du mois de novembre. Et effectivement, ça tombe. Alors c'est le 20, je ne sais pas si c'est un samedi mais c'est par là, ouais. C'est dans 4 jours. Le plus intéressant, alors bon, il y a des jours qui sont différents. La population change, mais toutes les expos durent en fait tous les 4 jours. Hein. C'est vraiment passionnant. Okay. Bon. Si vous vous intéressez au travail de Frédéric en parlant d'expo, allez voir sur notre site. Il y a une expo de photos que vous commentez. Vous pourrez revoir les photos dont on a parlé. En accès libre. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis d'autres. Si vous voulez voir Frédéric en train de pratiquer, regardez la masterclass. Il y a quelques extraits également. Oui, quelques extraits. Alors, je voudrais remercier l'équipe de Studio Gemini pour le cadeau qu'ils m'ont fait finalement, déjà en me faisant confiance et en travaillant aussi dur à réaliser la masterclass qu'ils ont réalisée. C'est un travail, vous imaginez pas, je pense qu'il y a probablement un mois de travail à temps plein. Ou... Oui, bien plus. En plus, on n'est que deux. Et... ouais, c'est un travail... On est des petites fourmis, hein, mais presque déraisonnable. Mais le résultat, honnêtement, on est content. Hein. J'ai quelque chose à vendre, entre guillemets, mais c'est un vrai cadeau que vous m'avez fait. Je vous remercie infiniment. Ouais. Bah écoute, on a passé un super moment en tout cas. Ouais. Moi, j'ai adoré être taille. Ce qui est agréable, c'est qu'à chaque fois dans le travail qu'on
fait avec les photographes. On prend le temps d'être avec des gens et on a pris le temps pendant 5 jours à être tard et bien avant parce qu'on a eu des discussions avant et humainement et photographiquement je trouve qu'on a eu un moment génial et que ça se ressent en fait. Quand on prend le temps et qu'on aime ce qu'on fait tous ensemble, ben, ça se sent dans le produit qu'on sort au final. Voilà. Ok, et ben voilà, donc c'était une petite mise en jambe. On aura d'autres émissions qui rentreront un peu plus dans le cœur du sujet sur la pratique photo, les conseils techniques et ce genre de choses. Là, on était plus pour présenter Frédéric. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous. Et puis, écoutez, probablement la semaine prochaine, on n'a pas encore défini la date, mais on en fera un autre sur le repérage et la préparation à la photo. Très volontiers. Merci à tous. C'était un grand plaisir d'être avec vous. Ciao, ciao. À bientôt. Au revoir. Ciao. Au revoir.